si vous voulez faire une enquête sur un disque dur, c'est tout à fait possible de retrouver des fichiers, même si vous les avez jetés là, qui ne sont jamais vraiment perdus. Et donc, comme votre ordinateur il a commencé à écrire des 0 et des 1 à des endroits différents de ce fichier, ben, on va voir l'ordinateur va essayer de corriger cette erreur et vous afficher quelque chose, vous faire entendre quelque chose. Donc, on a un glitch. Ça a dû vous arriver sur Instagram, notamment, il y a beaucoup de glitch. Des fois, on fait une image et puis d'un seul coup, elle est une espèce de transparence qui se met par-dessus, il y a un problème d'alignement. J'avais juste oublié de mettre le micro. Là, je fais une petite citation d'un artiste, John Safran, que j'ai rencontré à Chicago, qui avait lancé un festival qui s'appelle le Glitch Art Festival à l'époque, où il explique comment, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire quand quelque chose ne fonctionne pas, on connaît un glitch. Un glitch, c'est un glissement, c'est un mot yiddish au départ, mais ça veut dire que finalement, la compression, les modes de compression deviennent évidents. Donc, je me suis amusé alors d'abord à le faire à la main. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu. Ça va coûter cher. Je vais la réduire un petit peu. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire un glitch pour ceux que ça intéresse. On va faire une image plus petite. Alors, pourquoi je fais une image plus petite? Parce que plus l'image est compressée, plus vous allez avoir des résultats intéressants. Donc là, on va rester en JPEG, qualité 60. Ok, donc on va faire. On enregistre cette image. Maintenant, je vais prendre. Donc là, mon image elle est ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec un fichier d'un éditeur texte. Alors, prenez pas TextEdit, parce que TextEdit, c'est Mac, et un Mac, tout est fermé, on ne peut rien faire. Donc, TextMate, vous aurez un éditeur HTML, par exemple, ce genre de choses, c'est très bien. Donc là, si j'ouvre mon image, vous voyez que là, j'ai un certain nombre d'informations en haut avec des choses qui sont à voir, par exemple, avec Adobe, un numéro d'identifiant, donc ce qui fait que, par exemple, c'est comme ça qu'on peut trouver les sources d'une photo, qui a pris la photo, quel appareil photo, type d'ordinateur, etc. C'est ce qu'on appelle un header. Il ne faut pas y toucher parce que sinon vous allez tout casser. Donc le reste que vous voyez là, c'est en fait du code binaire, des 0 et 1, mais que l'ordinateur va convertir en ce qu'on appelle en ASCII pour essayer de rendre ça visible. Mais en vrai, c'est des 0 et 1. Ce que je fais, c'est que je vais sélectionner un bout de texte, l'enlever d'où il est, puis je vais aller coller un peu plus loin. Vous pouvez aussi vous amuser à prendre, par exemple, un extrait de poésie ou un email de quelqu'un, vous le copier dedans, et ça marche. Maintenant, je vais l'enregistrer en. Donc, on dit que c'est un JPEG. Voilà, j'ai enregistré en. Et vous voyez, donc là, l'image est cassée. Bon, ça pourrait être plus spectaculaire, hein, mais voilà. Donc, c'est une méthode qui fonctionne, mais qui est un petit peu lente. Donc, je me suis amusé à utiliser Processing. Alors, Processing, je ne sais pas si vous en savez ici, mais c'est un outil de programmation qui est basé sur Java. Il y a une version en ligne qui s'appelle P5.js, qui est basée sur JavaScript. Et moi, j'ai utilisé donc Processing, la version desktop qui venait de sortir à l'époque. Et donc, je me suis amusé à faire un petit programme, je vous partagerai, vous pourrez le faire vous-même après, qui me permet de lire une image, en fait, n'importe quel fichier, d'ailleurs, peu importe le format, et de mélanger les horaires. En gros, je fais la soupe avec le code binaire et j'enregistre autant de versions que je veux. Donc là, vous voyez que c'est un PNG. Donc après, quand on a un peu d'expérience avec le glitch, on peut déterminer assez facilement le type de compression, puisque comme je vous ai expliqué, ce que vous voyez là, par exemple, c'est des artefacts de compression, c'est lié au mode de compression de l'image. Donc si on va dans le GIF, je dis GIF, mais c'est GIF dans le terme, vous voyez que c'est très différent, on déplace carrément l'image. Et le JPEG qui est le plus connu, vous avez peut-être déjà vu, genre effet, comme je vous disais dans Instagram, c'est une compression qu'ils utilisent notamment. Donc, j'ai créé d'abord ce code qui permettait, moi, de glitcher les images. Et assez vite, j'avais eu envie de faire une version
en ligne, un outil. Donc, j'avais fait corrupt online. Alors, j'utilisais le mot corrupt, corruption. Ce glitch n'était pas vraiment encore un terme, il n'y avait pas de glitch app, tout ça. Et moi, j'aimais bien l'idée de corruption et aussi parce que j'utilisais beaucoup d'images de politique et tout. Donc, ça me plaisait d'utiliser faire un parallèle entre la corruption de données et la corruption politique. J'avais fait ça Sarkozy, toute une série de Chirac. Et donc, j'ai fait une version en ligne où les gens pouvaient uploader donc, une image, ils avaient 10 versions glitchées. Ça a été en ligne pendant des années et des années. Encore une fois, c'est plus vraiment actif parce que j'ai arrêté de me maintenir, mais c'est encore si vous voulez le faire, j'ai tous les codes sources et tout, mais comme j'utilisais des outils en PHP qui permettent d'uploader des images, c'est pas hyper sécurisé, je me suis fait hacker un certain nombre de fois, notamment une fois j'ai découvert par hasard que c'était des hackers russes qui avaient mis une publicité, mais qui était cachée, donc c'est-à-dire qu'elle était à 3000 pixels sur la droite, on ne la voyait pas. Et ils gagnaient de l'argent chaque fois que les gens allaient sur mon site. Et moi, je ne me rendais pas compte. En plus, je voyais dans mon code, je me c'est quoi ça? Donc, ils avaient hacké mon serveur, remplacé ma page, et j'ai vu pas. Ça fait partie du jeu. Et donc, voilà, pendant un certain nombre d'années, une dizaine d'années, j'ai aussi collectionné en fait toutes ces images, puisque les gens ont envoyé un fichier, ils avaient 10 versions glitchées en réponse, et ben, moi, sur mon serveur, j'avais toutes ces images. Donc, j'ai collectionné toutes ces images. C'est aussi pour moi une forme d'archéologie et qui m'intéresse aussi dans le type d'image et le type d'image qui circulait à l'époque. Quand je dis encore une fois, c'est un peu à Facebook et toutes ces périodes-là, c'est intéressant de voir les types d'images qui circulaient aussi. Étonnamment, je n'ai pas eu trop porno ou autre. Il y a un peu, mais c'était pas. On reste dans un projet artistique qui attire des gens qui s'intéressent. Et bon, ça va, j'ai pas eu trop de trucs bizarres, même si on a quand même quelques en vidéo. Et donc, j'ai fait un film de ces images qui durent 1 heure, 11 minutes. Ouais, 1 heure, 15 secondes. C'est un peu long, je ne vais pas tout mettre. À l'époque, j'avais essayé de faire une version vidéo de ça, mais c'était un peu compliqué. Donc je prenais une vidéo, j'exportais une frame, image par image, quand je faisais un glitch, je les remettais tout ça dans un film, donc ça prenait beaucoup de temps. Et donc plus récemment, avec Martial Geoffroulant, qui est un artiste développeur basé à Lyon, il y a un site qui s'appelle Screenclub, je crois, qui a regardé, il fait hyper bien. Il travaille notamment beaucoup avec des artistes comme Pierre et autres. Très bien. J'explique mon problème, j'avais fait une version, mais c'était lent, et puis il a mis à peu près 10 minutes à me refaire un truc qui marchait en temps réel. Du coup, on a eu l'idée de créer donc, à la fois un programme que les gens puissent télécharger et qui leur permettait de glitcher leur webcam, mais en fait, on pouvait faire plus. On pouvait charger une image, une vidéo, on pouvait aussi glitcher le bureau de son ordinateur, et on pouvait faire des recherches sur Google aussi, ça amenait, on pouvait chercher, et puis on avait une image, ça allait glitcher. Et dès qu'on pouvait enregistrer, et ça uploadait un clip de 5 secondes sur un site qu'on avait appelé YouGlitch, en référence à YouTube, les copines de YouTube, etc. Encore une fois, un site qui voilà, a des années de maintenance et de payer les serveurs de moment à arrêter. Mais comme je vous expliquais, une des possibilités de cet outil, c'était de glitcher l'écran, tout l'écran d'ordinateur. Donc, je me suis amusé 2-3 fois à mettre sur l'ordi de quelqu'un, et puis tout leur écran va être cassé et tout. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant d'en faire un projet. Et c'est une de mes entrées, ce que j'appelle le retail poisoning. Un petit peu après ce que c'est. Donc ça, c'était le fameux Glitch Art Festival à Chicago. What the fuck do you think you're doing? Je vais vous expliquer maintenant. Donc, Retail Poisoning. Alors, ça s'est inspiré de ce qu'on a appelé le torrent poisoning. Le torrent poisoning, c'est autour des les dates exactement. Quand les réseaux de peer-to-peer ont vraiment explosé, type BitTorrent et tout ça, vous connaissez plus maintenant. Peut-être encore certains d'entre vous, mais j'espère, parce que c'est vrai que Netflix et tout ça, Spotify ont un peu éliminé le téléchargement, mais moi, quand j'étais étudiant, on téléchargeait
non-stop, logiciel, film, musique, c'est pas bien, ne le faites pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les multinationales, type Sony, Universal et tout ça, ils se sont dit, ouais, bon, on ne va pas réussir à empêcher les gens de le faire, donc on va essayer d'empoisonner le système. Donc, ils ont commencé, alors, il y a des stratégies différentes, mais l'une des stratégies, c'était de mettre des fichiers glitchés, justement, ou endommagés, ce qui fait qu'on télécharge un film, et puis en fait, on a le début, puis après, c'est glitché, ou alors de mettre des faux films, changer les noms. Ils créaient aussi des fausses plateformes, des faux logiciels. On avait un logiciel de BitTorrent qui téléchargeait jamais rien, parce qu'en fait, c'était des faits courts. Donc, je trouvais intéressant de se dire que ces multinationales utilisaient des stratégies de hackers, finalement, pour empêcher les hackers d'aller hacker. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, ça n'existe pas aussi? Et en vrai, ça existe depuis très longtemps. Je ne sais pas quelque chose que j'ai inventé, mais j'ai essayé de trouver un terme, de nommer. Finalement, ce qui rentre dans une autre pratique qui s'appelle le tactical media. Si ça, Ralph Levink, dans les années 90, a défini ce terme comme une sorte de... Si vous voulez, aujourd'hui, on appelle ça fake news, on appelle ça plein de choses, mais l'idée, c'était de hacker les médias en faisant croire des choses, c'était souvent des croyants, qui finalement allaient être repris par les médias pour arriver à dire quelque chose. Très souvent, avec un discours, on va dire, plutôt de gauche, féministe et autres, mais malheureusement, ces stratégies ont été reprises par le marketing, par la communication, par Trump et d'autres par la suite. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire, c'est tactical media de manière large, c'est une stratégie, on va dire, par rapport aux médias, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment les artistes vont s'attaquer au monde de la consommation physiquement, directement dans les magasins, que ce soit des performances, que ce soit des faux objets, que ce soit empêcher les gens d'acheter quelque chose. Donc voilà, donc, j'ai essayé un petit peu de réfléchir à ça, et un de mes tout premiers projets, c'est celui-là. C'est qu'au lieu d'utiliser notre programme qui s'appelait Glitch, on a renommé notre programme Safari. On a changé l'icône pour que ce soit la même icône que Safari. Et je l'installe sur plus d'ordinateurs possible dans l'Apple Store. Je remplace le Safari du Mac par le Safari. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était possible. Maintenant, les Mac, tu peux rien installer comme ça. Il faut des codes, il faut des autorisations. Mais à l'époque, on pouvait juste installer un programme. Parce que ce n'est pas un programme qui a besoin d'un installateur. C'est fait en Open Framework. Et voilà. Donc, après, ce qu'on avait fait aussi, c'est que chaque touche de clavier quitte le programme. Ce qui fait que quelqu'un va dans le magasin, lance Safari, ça glitch, il appuie sur quelque chose, ça s'arrête, et ainsi de suite. Donc, on se disait peut-être ce jour-là, ils vont en renvoyer quelques Macs à l'usine. En vrai, tous les soirs, les Macs étaient réinitialisés en fait, dans les Apple Store, ils les formatent toutes les nuits, et donc maintenant, c'est une nouvelle partie. Donc, ça a été vu quelques heures, on va dire. Et puis, l'idée, surtout que j'ai fait aux États-Unis, ouais, toujours un peu nerveux de faire ce genre de choses. Je l'ai fait notamment à New York, et c'est vrai que c'est pas les endroits où c'est plus à l'aise pour faire ce genre de choses. Si ça vous intéresse, j'ai un compte Twitter, qui est pas toujours hyper actif, qui s'appelle Retail Poisoning, où j'essaie de collectionner un petit peu des exemples de projets ou de choses. Alors là, on est dans l'activisme un peu vandal, avec Bertrand qui s'est fait vandaliser ses bureaux. Mais celui d'en dessous, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un artiste qui a découvert que en fait, Google Maps redirige le trafic quand il y a un bouchon. Donc, par exemple, s'il y a un bouchon dans une rue, eh ben, il va dire aux autres utilisateurs de Google Maps de contourner là. Donc lui, il a pris 100 smartphones connectés à Google Maps, il les a mis dans un petit chariot dans sa rue, et il n'y a plus de trafic. Quoi. Donc, ils sont tranquilles, et puis une seule voiture qui passe dans la rue. Donc, voilà, j'aime bien des choses. Après, je ne sais pas si j'en ai des. Je pense que quand je fais des trucs, et comme vous voyez, je fais pas mal de choses. Et des fois, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ah oui, alors ça, c'est pas une parodie. Encore de la magie.
La magie de l'atelier où on ne disparaît pas le cadre de l'ouvrier. Ça, c'était le gouvernement, c'était pas arrêté de poisonner, mais certainement. Alors là, par exemple, en Chine, il y avait un spectacle avec des drones qui font, vous savez, des images avec des LED et tout. Et en fait, il y a le concurrent qui a perdu l'appel d'offres pour les drones, qui dégommait les drones à coup de. En fait, c'est possible en envoyant des ondes, des micro-ondes sur un drone et faire tomber du ciel. Voilà, un hamster qui fait du crypto trading. Lui, il est pas mal. Il a réussi à voler 122 millions à Facebook et Google en envoyant des factures. Et il n'a jamais travaillé pour eux. Ou peut-être il a travaillé pour eux, mais il a continué à envoyer des factures et c'est passé. Donc, c'est assez fascinant. Là, c'est en Malaisie où ils détruisent des cartes graphiques qui servent à mener du Bitcoin. Celui-là était pas mal aussi. Ikea, c'est un des super spots pour faire ce genre de choses. Mais ouais, les gens étaient coincés parce qu'il y avait des flèches qui les empêchaient d'aller. Et puis, évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Ever Given, le bateau qui a stoppé le trafic mondial. Je pense que c'est le plus grand retail clothing du siècle, en tout cas, à mes yeux. Voilà. Et donc, alors, comme je vous disais, tous mes projets, dans la mesure du possible, sont open source. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident quand j'étais encore étudiant, de me dire, tiens, je vais tout donner, quand j'ai passé un an à développer un projet. Mais finalement, assez vite, déjà, j'ai vu des choses comme le Hacker Manifesto qui dit qu'aucun problème ne devrait être résolu deux fois. Donc, en gros, si vous avez passé du temps à résoudre un problème, il faut le partager et que quelqu'un d'autre puisse avancer de votre connaissance. Et puis finalement, c'était aussi une façon d'éviter qu'on pique les trucs dans les données. Et aussi, très souvent, j'ai remarqué que ça donne la visibilité pour finalement autre chose. Et c'est assez rare que les gens reprennent le travail sans te citer, même si c'est arrivé, notamment avec les trucs de coop. Il y a eu je ne sais pas combien de versions, mais moi, à l'époque, j'avais aucun problème avec ça, je m'en problème avec ça. Donc voilà, sur GitHub, j'ai quelques codes, quelques trucs là-bas, notamment pour tout ce qui est corruption d'image et tout ça, si ça vous intéresse. Donc, de ce début on va dire, un travail low-tech des fichiers numériques, j'ai commencé à m'intéresser au hardware, donc à l'électronique. Voilà, c'était mon atelier à Dublin il y a quelques années, pour vous donner un peu l'ambiance, ça ressemble un peu au couloir de votre école. Ça vient d'une autre influence, on va dire, qui est les jeux vidéo, notamment la NES, qui est la première console. Enfin, moi, j'avais le Sega, parce que la NES c'était trop cher. La NES, pour moi, c'est spécialement les manettes, c'est l'archétype du jeu vidéo. La 3, Select Start, A, B, ça n'a pas tellement changé. Regardez la Switch, le Wii, c'était pareil. Bon, il y a le joystick en plus. Et donc, encore une fois, un peu par hasard, comme je vous disais, j'ai repris des études aux Pays-Bas et je commençais à faire des cours d'électronique. Et mon prof d'électronique nous emmène dans un marché plus d'électronique, avec des papis qui dessoutent des radios. Enfin, c'était génial, c'était immense. Et je suis tombé sur un sac avec des manettes de NES, 6 manettes. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc est venu la RES. Recycling Entertainment System, donc c'est-à-dire c'est 6 manettes de NES avec un boîtier qui convertit le signal des manettes en signal MIDI et qui permettait de connecter à un programme que j'ai fait moi-même aussi. Alors, dans un premier temps avec Max MSP et que j'ai refait plus tard en pilotage, j'expliquerai après. Et ça, c'était mon sujet un de mes projets de master. Et ça m'a pris presque un an parce qu'il n'y avait pas Arduino. Je ne sais pas si vous utilisez Arduino un peu, peut-être dans le. Il n'y avait pas Arduino. Donc, j'avais mon prof d'électronique, il avait fait une sorte d'Arduino lui-même, ça utilisait les mêmes puces et tout, ça se fallait programmer en basique, que c'était l'enfer. J'ai dû apprendre, j'avais jamais fait de code et tout. Et mon idée, donc, c'était de transformer ces manettes en instruments de musique. Aussi à voir avec un peu de frustration par rapport aux performances de musique électronique. On voit quelqu'un derrière son ordinateur et on ne sait pas si tu es mais s'il est vraiment en train de faire la musique. Et je me suis dit, il faut ramener les gens dans l'histoire. Donc j'ai
système, avec l'idée que chaque manette, c'était un instrument différent d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y a des percussions, basses, samples, batterie, etc. Et donc, chaque manette avec Select et Start qui peut changer les sons qu'il y a dans la croix et le bouton. Et si on veut changer d'instrument, il faut changer de manette. C'était vraiment une volonté comme dans un groupe, quoi. Et donc ensuite, je l'installe, j'ai installé dans le cadre de festivals, d'expos, sans instruction et sans écran. Donc il y avait juste cette espèce de caisson lumineux Ghetto Blaster géant avec des enceintes et les gens appuient, ça fait la musique et puis ils se mettent à jouer ensemble. J'aimais vraiment ce côté participatif qui fait que l'œuvre n'existe pas si personne ne s'en sert. Et des fois, ça sonne super bien parce qu'il y a des gens qui sont un peu musiciens qui arrivent à faire quelque chose et des fois, ça va être juste pour lui. Donc, j'ai aussi, j'ai invité des musiciens, j'ai invité un certain nombre de personnes à jouer avec. Donc forcément, quand on fait venir des musiciens de jazz qui jouent avec un truc comme ça, parce que ça sonne mieux. J'avais enregistré un album à l'époque, chaque morceau c'était level 1, level 2. Et j'ai fini par, en 2011, comme je vous ai expliqué, refaire le projet complètement parce que je voulais le rendre open source. Et du coup, j'ai utilisé un Arduino et à peu près une demi-journée, j'ai tout refait. Alors, cette fois-ci avec 3 manettes, parce que l'Arduino de base ne me permettait pas d'en mettre plus, mais aussi, en vrai, j'aurais pu prendre un Arduino avec plus d'input, mais je n'avais pas envie, parce que je trouvais que c'était bien quand il y avait 3 personnes. Et là, voilà, c'était la vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'était vraiment mon entrée avec l'électronique, c'est de comprendre comment marche ces manettes. En fait, à l'intérieur de ces manettes, il y a une petite puce qui s'appelle un shift register. Et cette puce, elle a 8 mémoires. 1 byte en anglais. Dans un byte, il y a 8 bits. 0 ou 1. Donc, c'est pour ça que la manette, elle a 8 boutons. Donc, c'est marrant de se dire, voilà, les contraintes techniques font aussi que la manette, elle n'a pas plus ou moins de boutons, c'est spécifique, vous ne pouvez pas en mettre plus. Et donc, l'Arduino va lire en permanence l'état de cette puce, et si on n'appuie pas, on va avoir que des zéros, par exemple, et si on appuie sur le bouton A, on va avoir 0, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est ça. Et ensuite, après, je connecte ça, j'ai refait ce programme avec un outil qui s'appelle PureData, qui est un petit peu malheureusement obsolète aujourd'hui, bien qu'il y ait des versions JavaScript qui ont été refaites, qui s'appellent PureData, P-U-R-R Data. Je peux vous montrer si ça vous intéresse après. Ceux qui font du son, ça reste quand même hyper intéressant. Et j'habitais à Dublin à l'époque, et j'ai réussi à trouver des rappeurs locaux, sachant que c'est pas trop la culture, mais j'ai trouvé. J'ai toujours voulu être dans un groupe. J'ai joué de la batterie aussi.
Donc c'est un instrument qui est très basé sur le rythme aussi, mais voilà, il est simple avec des doigts. Et donc ce projet, vraiment, c'était une façon d'associer mon intérêt pour le sample et le remix, etc., et de créer du neuf avec de la matière existante. Et aussi, ça m'a permis de commencer à m'aborder la question du hardware, de l'électronique, et d'apprendre comme ça, et de me poser la question c'est quoi en fait tous les déchets qu'on produit et qui s'y viennent. Surtout que j'ai fait ça, comme je le disais, en 2005, et ce n'était pas trop un sujet. Il n'y avait pas beaucoup d'informations notamment, et que j'avais trouvé une organisation qui s'appelait le Basel Network, qui avait fait des Greenpeace aussi avait fait des choses, notamment ils étaient allés en Chine et sur des charges à ciel ouvert d'ordinateurs, ils avaient trouvé des ordinateurs d'administration canadiennes notamment, ils avaient pu récupérer les disques durs et se rendre compte qu'ils avaient accès à toutes les données, puisqu'à l'époque, ils ne pensaient pas à détruire les disques durs avant de les envoyer en Chine, sachant qu'il est interdit par la loi européenne d'envoyer des déchets vers un pays pauvre, développement. Donc, l'ordinateur, quand il est encore dans son emballage, il n'est pas considéré comme un déchet. Alors qu'il est très souvent inutilisable. Donc, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que. Et puis, même autour de moi, on voit partout des piles de vieilles imprimantes, d'ordinateurs, etc. Et donc, l'idée est venue de faire des ateliers, parce que voilà, j'ai toujours ce truc, je sais un truc, j'ai besoin de le partager le lendemain. Donc, avec mon prof d'électronique à l'époque, Lawrence, on a décidé de faire des ateliers à partir de déchets. Donc, typiquement, on était invité dans une école d'art, comme ici, et dans toutes les écoles d'art, il y a une salle, un placard rempli de trucs que personne ne sait quoi en faire, des vieux scalaires, caméras, tout. Et donc, on s'est amusé à faire des ateliers où, alors, selon les formats, c'était plus ou moins long. Là, c'était un atelier d'une semaine. Donc là, c'est un robot. Donc, ce que vous voyez, si vous voyez le circuit au milieu, c'est ça l'espèce de foire Arduino que notre prof avait fait à l'époque. Finalement, ça marche pareil. Donc, et la caisse plastique, c'était une caisse de Commodore, un vieux ordi. Et donc, on avait fait une sorte de Roomba. C'était un robot qui se déplace tout seul et qui avait un micro, donc on pouvait taper dans les mains, il s'arrêtait, et puis taper dans les mains. Là, c'était une étudiante qui avait travaillé avec des trucs de Nintendo, pour tirer sur les lapins, je sais pas. Là, c'était un mélange avec des étudiants en art. Et, ça, c'est Paul Soumiron, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un projet orchestral super, qui est un artiste contemporain qui est très bien, qui était encore étudiant à l'époque. Et à côté, c'était un étudiant en graphisme qui avait fait une sorte d'imprimante à partir d'un tractopelle pour enfants, qui pouvait écrire un texte. Vous aviez des machines à dessiner, c'était un peu le même principe, mais ça a été un sacré boulot, mais en une semaine. Là, c'était à Goldsmiths, il y a un master en média, design et environnement. Et donc là, on avait récupéré des vieux téléphones. Alors, vous avez sûrement, encore une fois, pas connu cela, mais c'est marrant parce qu'il a fallu comprendre comment ça marchait. Et en fait, c'est un interrupteur. Si on prend un 5, ça va allumer 5 fois. Ça va faire 5 fois. Et puis, si on fait un 2, ça va Et donc, on arrivait comme ça à détecter le numéro que la personne avait composé et puis balancer du son dans l'écouteur. Donc, on a fait un petit truc qui. Ça, c'est le Minitel. Alors, je vais en reparler. Donc, j'ai surtout de l'année de Minitel, Transmédia, qui est un festival à Berlin. Et plus récemment, j'ai fait des versions modulaires, je vais reparler après, mais qui me permettent de faire des workshops. Oui, c'est une belle ligne. Et puis, ça va très important la documentation. Quand vous faites des ateliers, des trucs, tout ce que vous faites, documenter. Moi, je suis vraiment obsessionné avec la documentation, mais c'est vrai que c'est quand même, ça sert beaucoup. Et même si vous pouvez payer quelqu'un pour le faire pour vous, c'est encore. Ou dire à quelqu'un de venir le faire. Vous avez encore Donc là, j'étais en Chine. Alors, c'était en décembre. C'est quand est-ce que le Covid a démarré 2020 19. Ouais, j'étais juste en Chine, juste là, en plein dedans, à Shanghai. Mais ils n'en parlaient pas encore à l'époque. Et alors, c'était intéressant de le faire là-bas parce que
on a vraiment galéré à trouver des vieux appareils électroniques. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de magasin de seconde main, etc. C'est pas du tout dans la culture. Les seuls antiques, c'est des trucs, des objets traditionnels. Et donc, on a fini par trouver un marché où ils vendent de l'électronique contemporaine, ils font de la réparation. Et dans la déco des magasins, il y avait des vieux appareils. Donc, en fait, on a acheté la déco des magasins pour avoir des vieux trucs. On a acheté aussi, j'ai réussi à aller dans l'école, c'est un campus gigantesque, et ils ont des caméras partout. Déjà, tu rentres avec ton visage dans les bâtiments. Et ils ont un sous-sol avec des racks et des racks de caméras, des télé, donc on a récupéré aussi un peu tout ça. Donc voilà, je fais ces ateliers et quand on fait ces ateliers-là, moi je travaille, les gens s'amusent, ils font des projets, c'est super, mais parfois c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien que celui qui fait les trucs. Donc j'ai décidé un jour de me faire un workshop à moi-même. Et ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. La vidéo que je vous ai montrée là, avec les rappeurs, avec les anecdotes, c'était ce bâtiment, en fait, c'était là où j'avais mon atelier, mais surtout c'était le musée d'art contemporain d'Irlande, à Imoca, parce qu'avec un ami, on a décidé de créer le musée d'art contemporain d'Irlande, parce qu'il n'y avait pas de musée d'art contemporain d'Irlande, donc on a acheté le nom de domaine, à Imoca.ie, on l'a eu, et on a créé vraiment le musée, quoi. On a commencé à faire des expos, on a une collection, des résidences. On a réussi à ce que le MoMA nous prête un film, Andy Warhol, 16 mm, sans question, quoi. Et ils sont fait. Et on a l'ambassade aussi, l'ambassade de France, les a financé une expo, notamment justement avec Encastrable. Encastrable, eux, ils faisaient des projets, ils font des résidences dans des magasins de hardware, dans des magasins type Leroy Merlin, tout ça. Au lieu d'acheter les matériaux, ils vont dans les magasins, ils font des sculptures, ils les laissent, ils font des photos. Et du coup, je les ai invités à venir à faire une expo. Ils ont eu de l'argent de la DRAC pour venir. On a acheté tout le matériel dans une boutique de bricolage. On a fait toute l'expo et on a tout ramené après à la boutique de bricolage, qui se fait rembourser. Et on a l'ambassade de France qui nous a donné un petit peu d'argent, c'est pas beaucoup, avec 500 €. Mais le responsable de la culture et sa femme sont venus au vernissage, bien habillés, et là ils sont arrivés dans un gars avec des chiens et un feu et des bières, et ils sont quand même restés toute la soirée, et ça c'était chouette. Donc voilà, c'est un autre acte culturel, on va dire. Et donc, dans ce lieu, on avait eu une première expo, je me suis dit, je vais faire mon petit atelier à moi, et je vais vider mon atelier, qui est rempli de bordel, je collectionne évidemment plein de choses. Donc, est venu le projet We Frank Media. Alors, j'ai trouvé ce texte après, mais qui est tellement parfait que voilà, c'est Marie Léchia qui m'avait parlé de ce texte que je connaissais à l'époque. Donc, Garnet Hertz et J.C. Parika. Alors, J.C. Parika, c'est un des auteurs les plus connus dans l'archéologie des médias. Il gère un centre de recherche en Angleterre. Garnet Hertz, c'est un artiste, professeur à Elika, au Canada. On va inviter à la UNESCO, je vais parler après. Et donc, ils ont fait ce texte, alors qui est, je ne sais pas si vous ne connaissez peut-être pas, Bruce Sterling. Bruce Sterling, c'est un auteur de science-fiction américain qui a aussi beaucoup travaillé dans un magazine qui s'appelait Wired à l'époque. Et maintenant, il habite en Italie, je crois. Il est très proche de la communauté à Londres, tout ça. Et il avait créé un projet qui s'appelait le Dead Media Project. Le Dead Media Project, c'était une sorte de site, je crois qu'il existe toujours, qui collectionnait des technologies qui n'ont pas été, qui sont mortes, en fait, tout simplement. Donc, certaines ont été adoptées qui sont devenues obsolètes, ou certaines n'ont jamais été adoptées. L'exemple le plus connu, c'est la vidéo 2000 ou 3000, je pense, c'est un format vidéo qui est sorti au même moment que la VHS par Philips, qui était de meilleure qualité. C'est des cassettes autoréverses, vous pouvez enregistrer des deux côtés, avec une meilleure qualité que la VHS, sauf que Philips, hollandais, protestant, tout ça, ils ne voulaient pas de porno. Et VHS est devenu l'outil premier, et l'autre, on ne connaît même pas. Donc voilà, ce texte, ce projet de Sterling, J.C. et Garnet ont décidé de s'en inspirer pour dire oui, ok, il y a des technologies qui meurent, mais il y en a qui ne veulent pas mourir. Elles reviennent comme des zombies.
Par exemple, on pense à la platine vinyle, c'est une technologie obsolète, mais qui refuse de mourir. Le jeu vidéo 8 bits, par exemple, l'esthétique des jeux vidéo, et c'est des choses comme ça qui refusent de mourir quelque part. Et ils font un lien avec ce qu'on appelle le circuit bending. Là, on rentre dans la low-tech pure. C'est-à-dire le circuit bending, en traduction littérale, c'est tordre un circuit. Ça vient d'un artiste, musicien irako-américain, Reed Ghazala, dans les années 70, qui raconte, il faisait des circuits, il faisait des synthés, des choses comme ça en électronique, et il raconte, c'est le mythe en tout cas, que à son bureau, il y avait un tiroir, il entendait du bruit, et en fait, il y avait un circuit, une pile, des trucs qui se touchaient, ça faisait du bruit, c'était pas prévu, faux contact. Et là, il a eu l'idée de prendre des... Alors, très souvent, c'est des jouets pour enfants qui font de la musique électronique. Par exemple, Speak, il y en a où on pouvait taper des mots, et puis pas des lettres, et ça disait le mot. Et en fait, si on abuse du circuit, qu'on rajoute des composants, on peut ralentir la voix, l'accélérer. Et donc, c'est quelque chose d'utilisé plutôt pour la performance, audio et visuel plus tard. Et très souvent, quelqu'un va passer des heures à modifier un vieux jeu vidéo, par exemple, et puis après, va tout refermer, mettre des boutons et faire une performance avec. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de rendre ça visuel, lisible. Donc, l'idée de Refunk Media, c'est de créer une chaîne d'objets électroniques interconnectés. Donc, des vieux ordinateurs, des consoles, des caméras, des télés. Chaque élément de la chaîne est connecté à quelque chose. Par exemple, à un moment, j'avais besoin de 12 volts. Je vais prendre sur le circuit de la télé, je vais trouver 12 volts, je vais le prendre. Donc, ce qui fait que quand l'appareil qui a besoin de 12 volts se met en route, la télé, elle, voilà, tout est affecté les uns par les autres. J'utilise les analogies naturelles comme les parasites, où il y a le commensalisme qui est une autre forme de... Par exemple, il y a des arbres ou des oiseaux qui cohabitent, mais ça ne bénéficie ni à l'un ni à l'autre forcément. Enfin, plus à l'oiseau, on va dire, mais disons qu'ils ne sont pas affectés par l'un ou par l'autre. Il y a des oiseaux, il y a des arbres qui ont besoin de certains oiseaux pour mais dans certains cas, c'est des relations, on va dire, qui sont à côté. Puis il y a des parasites, évidemment, différents types de parasites. J'aimais bien cette idée d'énergie parasite et de ligne aussi. C'est linéaire. J'avais un petit peu en tête cette idée d'une chaîne de production. Ça ressemble aussi à une timeline du temps, quoi, mais aussi à, vous savez, quand vous prenez un fichier son, vous ouvrez dans Audacity ou un fichier pour éditer le son, vous allez avoir des éléments graphiques comme ça, donc on pourrait le lire comme un fichier son. Donc j'ai fait la première tout seul. Et puis assez vite, j'ai eu envie de collaborer encore. Donc là, avec des barbus hollandais avec qui j'avais fait une partie de mes études, c'est pas clair surtout, eux deux, c'est des artistes qui qui est au milieu. Alors lui, c'est pareil sur le tech, il faut absolument aller voir son travail, Christ, qui est un génie électronique autodidacte, qui fait des trucs, je sais pas possible, très low tech, notamment il fait ce qu'on appelle les Eurorack. Vous savez, c'est des synthés à la base, mais avec des sabliers, avec des éléments complètement délirants. Et Tom, que vous voyez à droite, il lui fait notamment ce qu'il appelle les crackle canvas, qui sont faits des tableaux. La toile, en fait, c'est de la toile d'enceinte des années 70 qu'il a récupéré et tout, et à l'intérieur, il y a un circuit électronique. Et donc, c'est un tableau musical, on va dire, qui, certains, ils ont des boutons, on peut les contrôler, d'autres, c'est juste comme ça. Ça change des fois avec la lumière, avec le temps. Donc, on a eu envie de refaire cette installation de manière plus grande. L'idée au départ, c'était de faire un kilomètre. On s'est dit 10 mètres, c'est bien. On va faire 15 fois pour ça, quand on aura fait un kilomètre en même. On est là. Là, vous avez dit Atari, un petit PC loin, caméra des années 80, c'est incroyable, c'est une caméra analogue, la vidéo des années 80-90, certaines des optiques,
magnétoscope, MO5. C'est la seule fois où on l'a montré sans protection autour, ça reste assez dangereux. Une télé ouverte, surtout ne développez pas une télévision. Et elle n'a rien à tout catholique, il y a vraiment une note. Les gens sont morts, les artistes qui ont fait ce genre de choses pour se morts. Donc, si vous voulez vraiment vous intéresser à ça, envoyez-moi un email, trouvez des pistes de ce qu'il ne faut pas faire. Ça reste à faire. Voilà, il y a des jeux qui jouent tout seuls. Et puis on essaie que ça soit aussi kinétique, quoi. Il y a des choses qui bougent, il y a des moteurs. Quelqu'un a mis en commentaire sur la vidéo, c'était un peu genre petit demi version numérique. Je vais masquer un petit demi. Ce que vous voyez là, ça c'est un tube cathodique. Dans les vieilles caméras vidéo, en fait il y avait un tube cathodique qui servait à regarder l'image. C'est un tube cathodique qui est grand comme ça. Donc on démonte, on peut mettre un signal vidéo et ça marche comme une télé, mais des télé à Berlin. Alors à Berlin, c'était l'enfer parce qu'on était sur une plateforme à 2 mètres du sol pour des questions de sécurité. Ce qui fait qu'on a passé notre temps à monter des télés. Puis alors, non, elle n'est pas bien raffermée. Mais et donc en Chine aussi. Alors là, pareil, ils ont dû trouver des télés plutôt au Japon, je pense qu'on a apporté des télés du Japon. Parce qu'on essaye de ne pas déplacer 30 kg de déchets pour chaque fois qu'on fait une expo, donc on garde les petits éléments et on rajoute au fur et à mesure des pays où on va, des déchets locaux, on va sur des marchés de plus, et tout ça, on essaie d'adapter en tout cas chaque fois qu'on fait. À Taïwan, alors à Taïwan, c'est intéressant parce que beaucoup de l'électronique que vous voyez là a été fait à Taïwan, sauf que maintenant Taïwan ne fait plus d'électronique, c'est en Chine essentiellement. Mais c'était intéressant, des gens sont venus nous voir qui étaient des retraités des usines détruire leur création. Et alors, plus récemment, une des dernières fois en 2019 aux Pays-Bas, et là, il se trouve qu'on ne trouve plus de télé. Les tubes c'est terminé, quoi. Avant, on trouvait sur les trottoirs tous les 2 jours, mais là, c'est fini. Donc, on commence à avoir des écrans plats, mais au fond, on a parce que les écrans plats, ça y est, chez les maris, on peut en trouver pour. Et alors, ce que vous voyez au fond, c'est la suite du projet qu'on appelait Refrank Modular. Donc l'idée, c'était de s'intéresser aux électroniques portatifs et de faire un système modulaire. Je vais expliquer un petit peu après. Je ne sais pas si je vais expliquer après. Ça va le temps? Oui, je crois qu'il reste. Ok. Ok. Alors, autre accident, je vais chez des amis et je trouve un Kindle cassé. Et là, je me dis, mais c'est magnifique ce glitch naturel. D'ailleurs, il y avait un projet qui s'appelait Glitch Safari, où les gens collectionnaient des glitches de la nature, pas faits par des artistes qui trouvaient des panneaux de publicité à casser, genre de choses. Et donc, je trouve ce Kindle et je pourrais faire mieux. Et il se trouve qu'à Dublin, à l'époque, à côté de mon atelier, il y avait un atelier de découpe gravure laser qui venait de s'installer. Donc je me suis dit, je vais signer cette œuvre ready-made. Hein. Donc, et puis c'était un peu aussi pour me moquer de. Apple avait sorti je crois que c'était un iPod YouTube avec la signature de Bono et c'était, on ne pouvait pas l'enlever, quoi. Donc voilà, j'ai fait pareil. Et je suis allé le revendre sur Amazon comme un autre retail positioning, en espérant qu'Amazon m'envoie une lettre de leurs avocats, ça va être mieux pour mon projet. J'aurais pu publier ça sur Internet, par exemple. Ils n'ont rien à faire tant qu'ils peuvent vendre sans. Parce qu'il faut savoir qu'Amazon ne répare pas. Les Kindle sont irréparables, ils ne sont d'ailleurs pas conçus pour. Donc mes amis là me disent, bah non, ils m'ont renvoyé un autre, ils ne m'ont même pas demandé de renvoyer le cassette. Donc je me suis amusé à les acheter sur eBay. Alors je suis resté sur le même modèle pour que ça soit consistant. Et donc je les présente au mur, hein, classiquement, comme des impressions. Il faut savoir que le e-paper, le papier électronique, c'est assez intéressant comme principe, puisque ça utilise de l'électricité pour imprimer, si vous voulez. Donc en fait, chaque pixel peut devenir, il y a des valeurs du gris, il y a à peu près 8, ça dépend des modèles.
Donc, on envoie l'électricité pour déterminer l'intensité lumineuse de ce pixel. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin d'électricité. C'est une sorte d'imprimante, si vous voulez, mais ce qu'on appelle le e-paper. C'est pour ça que ça utilise très peu d'énergie, puisque une fois que l'image est imprimée, entre guillemets, il n'y a plus besoin d'électricité. Ce qui fait que c'est de l'art numérique sans batterie. Et pour moi, c'est pas mal, parce que c'est pas souvent. Et c'est un peu l'image de mort. C'est la dernière image imprimée dans la vie. Donc voilà, je vous ai expliqué les modules rapidement tout à l'heure. Donc en fait, si vous voyez, alors on ne voit pas très bien, mais c'est des blocs qui sont séparés les uns des autres. Vous voyez, les connexions entre. Alors ça m'a pris un peu de temps à trouver comment j'allais faire. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ce qu'on appelle une breadboard dans l'électronique. Une breadboard, c'est pour faire un prototype de circuit où il y a des connexions, etc. Sauf que moi, j'avais besoin d'une breadboard plus grande, sans tous les trous, et qui me permet de connecter les appareils les uns aux autres. Et puis l'idée, c'était aussi qu'on puisse faire des ateliers, chacun fait son module, on les connecte les uns aux autres. Voilà, je fais une petite vidéo. Donc ça, c'est différentes versions. Et puis selon comment on les branche, ça affecte comment ça fonctionne, etc. Alors c'est un peu fragile, il faut dire. Beaucoup de mon travail a tendance à s'autodétruire sur un mur. Là, vous voyez. Là, par exemple, la petite barre blanche, vous voyez au milieu, c'est le néon d'un scanner. Donc, le scanner, si vous envoyez l'électricité, de la musique très amplifiée dans le néon, en fait, ça va allumer plus ou moins le néon comme c'est petit, pour montrer le volume. Ça, c'est une radio, avec un ventilateur d'ordi. Alors, on a toujours un chien mécanique, c'est un peu une blague entre nous. C'est un disque dur qui passe tout seul. Et on essaye, on travaille vraiment, on travaille ces installations, même pour ça, comme un morceau de musique. L'idée, c'est que on cherche à créer des rythmes, que ce ne soit pas trop répétitif, qu'il y ait des variations, que ce soit intéressant à écouter. C'est à la fois visuel et sonore dans la recherche. Alors, une autre grande influence, et je vais peut-être aller un peu vite sur ça, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le street art ouais. Si vous voulez, le graffiti, j'ai un ami artiste, Evan Ross, qui a créé le Graffiti Research Lab aux États-Unis. On avait créé une antenne à l'époque en France. Il disait que les graffeurs, en fait, c'était des hackers. Et leur réseau, c'était le réseau ferroviaire. En fait, en payant les trains en Bronx, leur œuvre se déplaçait jusqu'à Manhattan et que finalement, c'était les premiers à faire. Et j'ai massé cette idée de se servir d'un réseau existant et en faire autre chose. Et ce projet est double surveillance parce que en 2008, donc j'avais papa pour la première fois, et vous savez que votre ordinateur écoute tout ce que vous cherchez en permanence. Et donc, j'avais dû faire des recherches sur des moniteurs pour bébés, ce genre de choses, et donc j'avais des pubs, des articles, des choses, et je tombe sur cette article. Sunday at 8:30, I put the kids down and I put the baby monitor around like I always do, and I saw two people floating in space. The woman I spoke to, of course, is customer service woman, and she could not believe it. She goes, "You're really not supposed to see anything past 150 feet." This is some amazing baby monitor you've got. My parents believe my son is magic powers. It's just really neat, and I don't know, I've been enjoying every minute of it. Donc, cette mère de famille utilise une caméra et un écran sur son bébé, ce qui était un peu à la mode à l'époque, et se retrouve avec des images de la NASA. Moi, je me suis dit, aussi, je vais hacker la NASA. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis aperçu que c'est ce qu'on appelle le 4 GHz. C'est un système, encore une fois, obsolète aujourd'hui, mais il y a d'autres trucs qui sont pires, qui permet d'avoir, par exemple, dans un magasin, pour surveiller sa maison, un écran et 4 caméras, et de passer d'une caméra à l'autre sans fil. Donc, c'est une fréquence radio de 4 GHz, qui est proche du Wi-Fi d'ailleurs, et qui permettait d'envoyer du son et de l'image à distance. Ce qui fait que les gens qui utilisent ça pour surveiller leur bébé, en fait, diffusent cette signal
à peu près, à des fois jusqu'à 500, 600 mètres. Donc moi, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais essayer de hacker les caméras que je peux. Donc d'abord, je voulais fabriquer un appareil, puis finalement, en faisant des recherches, j'ai trouvé un truc qui était un peu plus gros qu'un téléphone, avec une carte SD, et je pouvais scanner les fréquences et me déplacer en Europe, un peu partout, et chercher des caméras, et les enregistrer partout où j'en trouvais. Donc là, des fois, on se demande ce qui est filmé, hein, ou des endroits où on se dit non. C'est pas dans les cabines, c'est entre les cabines, c'est un peu gênant. Alors évidemment, c'est très souvent les employés qu'on surveille plus que. Alors avec une qualité d'image quand même un peu difficile à imaginer que ce soit utilisable. Et alors là, à Amsterdam notamment, je suis marché dans une rue, il y en avait tellement que en fait, ça passait d'un film. J'ai juste appuyé enregistrer et je suis passé d'une caméra à l'autre juste en me déplaçant. J'ai fait tout un film. Ça, c'est Red Light District. Et en tant qu'artiste, je me suis dit, je vais faire des autoportraits, c'est un truc classique qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est moi la caméra de surveillance, avec le boîtier dans les mains, la taille super très bonne. Et puis après, je trouvais que c'était pas assez. Je voulais rendre ça visible à plus, quoi. Donc j'ai décidé de protéger mes boîtiers et d'aller les disposer dans l'espace public, là où je pouvais m'accrocher pour que les gens voient. Là, c'est à Dublin, entre les bureaux de Google. Encore un autre endroit. Alors, évidemment, je ne les laissais pas, je les accrochais, je fais des photos, et puis je prends un peu, puis je les récupère, parce que c'est moi qui avais payé. Version 7 pouces, qu'on a présenté à Paris pour Malpixel il y a quelques années. Et après, je faisais des workshops, parce que l'expérience en fait, de chercher, plus on s'approche de la source, plus l'image est nette. C'est assez magique, quoi. Il y a vraiment un côté change de l'eau. Et après, on faisait des cartes et on mettait des photos et des vidéos des caméras là où elles étaient à Dublin, pour la Dublin notamment, c'est à Paris. Alors, comme je vous disais, c'est un peu obsolète la technologie, puisque maintenant on utilise des caméras dites IP connectées à Internet, et alors c'est encore pire, puisqu'on peut hacker ces caméras sans se déplacer. D'ailleurs, il y a un artiste qui avait fait un économiseur d'écran où automatiquement il va choper les caméras de surveillance. Ouais, je vais passer un peu. Ouais, là c'était un truc sur les écrans cassés, les portraits d'utilisateurs. Alors, plus récemment, on a décidé de monter une startup nation qui s'appelle Internet Computing Institute avec Jérôme Sinclair, où je suis le CEO, qui vise à un petit peu, voilà. On est dans une situation d'urgence climatique, de problème de ressources, et malheureusement, le recyclage, comme on l'entend, ça consiste essentiellement à broyer, détruire, extraire des minéraux, des matériaux, mais très rarement upcycling, réutilisation. Donc, on s'est intéressé notamment au Minitel, puisqu'on avait travaillé dessus séparément. Jérôme avait fait une librairie, notamment Arduino, qui permet de contrôler l'écran et tout ça. Et donc, le Minitel, hein, pour ceux qui pas connu, c'était dans les années 80, avant le web, comme on connaît. Internet existait déjà, mais le web, comme on connaît aujourd'hui, n'était pas encore d'actualité. Et c'était un service d'État centralisé qui permettait de faire. Il y avait des pornos, on pouvait acheter en ligne, on pouvait des sites de rencontres, des trucs de chat, on pouvait faire avoir ses résultats de bac de l'école, etc. Et ça a été arrêté qu'en 2012. Donc, on a décidé de créer Minitel, donc un système d'exploitation en français SE, donc, qui permet de reconnecter le Minitel. De connecter. I will not get irregular. Ce modèle est dit le modèle vide en rien de ce créateur, qui se comme un gouvernement. Mais ça reste un objet, moi je trouve, je passais des heures sans connecter, on pouvait juste allumer, faire des
classique art. Et ce qui est incroyable, c'est que ces machines fonctionnent toujours et consomment 100 fois moins d'électricité que votre ordinateur portable. Donc, si vous connaissez les gens pendant encore, regardez-les. Je peux vous expliquer comment on fait. Donc, on a aussi d'animation, ce que je fais possible avec ça. Mais aussi d'animer, en fait, pour changer tout l'écran, si on veut afficher une image, c'est 2 secondes. Donc, 2 minutes, c'est pas un temps. Mais si on anime que quelques éléments, il est tout à fait possible, par exemple, on a un Tetris qui fonctionne. Alors, il n'y a pas de souris, hein, c'est tout raccourci clavier, évidemment, puisque c'est ce qu'on appelle un dumb terminal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire interne, ça permet juste d'accéder à des services. À l'arrière du Minitel, il y a une prise qui s'appelle une prise DIN qui permettait de connecter des périphériques, etc. Et qui permet en fait de contrôler l'écran et de faire une bien faible. Donc nous, on utilise ça, et à Raspberry Pi, notamment, il y a quelque chose dans la ça ne fonctionne pas tout seul. Et on le présente ensuite dans des mini-stores, type Apple Store. On a repris l'esthétique d'Apple Store. On a rajouté aussi des écouteurs parce qu'il n'y a pas d'entrée et sortie audio, mais comme nous, on a rajouté une web radio, on peut faire des choses. Donc voilà, on présente ensuite comme une boutique type Apple Store. Et alors là, c'est la version un peu V2 parce qu'on a dû envoyer ça en Pologne pour une expo pendant le confinement, donc on a dû faire une version un petit peu quelqu'un puisse s'installer ça. Voilà, ça vous donne une idée de site. On espère là ramener ce projet en Belgique avec un collectif de développeurs et graphistes, parce qu'on aimerait bien que les gens proposent des projets pour aller dedans. Nous, on a mis une base, mais il y a de quoi faire si ça vous intéresse, encore une fois. Alors, dernier, tech mining. Donc, l'idée d'extractivisme technologique, c'était un petit peu aussi je pense, j'ai fait ça pendant le confinement. Voilà, donc, pendant le confinement, après 2 mois à être enfermé, j'ai commencé à broyer des pièces de Minitel, d'ordinateur, j'avais un broyeur à papier. Parce que, comme je vous ai expliqué, les workshops que je fais avec l'électronique, très souvent, on finit avec une pile de boîtes plastiques, de carcasses de télé et tout. Et c'est vrai que le plastique, ça a toujours été un truc qu'on n'a pas trop regardé. J'avais aussi entendu parler évidemment de Precious Plastic, des choses comme ça, qui sont un projet open source qui permet de recycler du plastique, etc. Et il faut savoir que le plastique utilisé dans les Minitel ou dans les carcasses d'ordinateurs, etc., en fait, c'est le pire plastique du monde parce qu'il y a des produits dedans qui empêchent qu'ils prennent feu. Et donc, quand on le brûle ou quand on chauffe, ça dégage des neurotoxines. Enfin, c'est ce qu'on appelle de ultimate waste. C'est du déchet qui est absolument pas recyclable. En fait, on ne peut rien en faire à part ce qui se fait d'ailleurs très souvent, c'est broyer et puis ça passe sur les routes. Il faut savoir qu'en France, il y a des usines de recyclage, soit on brûle, soit on broie. Et si on brûle, ça fait de la poudre. On le laisse dehors un mois. Donc ça s'envole, tout ça, il pleut dessus, et puis après c'est testé, selon la toxicité, ça va sous des routes près d'une rivière ou pas près d'une rivière. À un moment, quand on va arrêter de faire des routes, je ne sais pas trop, mais c'est assez flippant, c'est-à-dire qu'en fait le recyclage, c'est absolument pas du recyclage. Donc j'ai fait trois séries. Donc l'essence même, alors c'est une petite blague. Donc c'était une forme de compression d'objet, donc c'est j'en ai fait 3. Alors, on ne voit pas, je ne suis peut-être pas sur cette photo, mais après, j'ai fait un trou en bas à droite, et j'ai remis la LED d'origine aussi. Parce que la LED, c'est un peu ce qui définit un objet électronique pas cher. Donc, je reprends la LED d'origine que je remets en bas à droite. Ça, c'est un autre Minitel. Et un PC des années début 2000. Alors, c'est aussi marrant dans les matériaux. Donc, ça, c'est la première série. Alors, celui-là, c'était la blague, Internet Compression. C'est un routeur TP-Link. Est-ce que vous savez, pour qu'on enregistre pour le web, l'image, c'est Internet Compression. J'aime bien les jeux de mots à l'eau. Et c'est les dad jokes de la machine. Ultimate Waste, comme je vous disais, c'est ce matériau qu'on ne peut rien faire. Et là, j'ai récupéré
Vous savez, c'est ces écrans où ça joue des diapositives de photos qu'on a ça chez sa grand-mère. Et ça vaut déjà 2 € chez Emmaüs. Donc j'en ai acheté 3, enfin j'en ai trouvé 3 au final, donc ça c'était le premier. Et l'idée c'était de broyer le plastique et de le remettre sur l'écran. Donc c'est un peu mettre devant ce qu'on ne veut pas voir. Et puis du coup on ne voit plus vraiment l'écran, mais on le voit un peu quand même à travers parce que ce n'est pas complètement opaque. Ça s'en est un deuxième. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que même si l'emballage était différent, à l'intérieur, c'est exactement le même circuit en fait. Et juste, ils avaient l'air différents, mais dedans, c'est la même chose. À part celui-là, qui est un modèle plus ancien, et il a tué mon broyeur parce qu'il y avait énormément de matériaux, il y a du métal caché dedans, je n'avais pas vu. Voilà, alors je vais passer un peu au refract, ça sera facile à quelque chose à faire. Making crap out of garbage. So anything you draw becomes the waveform of the instrument. We don't make the script and the word consonant anymore. Computing, extraction, Propaganda, innovation, resilience, and resistance, Mostly. destruction, pollution, tools, points, stuff. walls. Donc voilà, et c'est devenu The Piano School, donc voilà, qui est une formation, ça c'était la première, une formation de 2 semaines avec des intervenants un petit peu du monde entier. C'est-à-dire que la première année, je l'ai fait en m'invitant un petit peu tous les potes artistes, en me disant ouais, je n'avais pas d'argent, je leur ai dit vous voulez, à vos frais, je vous héberge 15 jours, et puis on fait ça. Donc j'ai arrêté plein de mots en disant que tout le monde ne viendrait pas, et puis malheureusement tout le monde est venu. Donc j'avais 30 artistes pour 15 participants. Donc j'ai perdu pas mal d'argent, mais c'était vraiment super. Et on l'a refait à la deuxième année, malheureusement, Covid, et on l'a refait l'année dernière. Malgré le Covid, on a réussi à passer entre les gouttes, puisque c'est début juillet. Alors, ce n'est pas une formation gratuite, hein, malheureusement, c'est payant, parce que c'est autofinancé. Enfin, on a un petit peu de subvention qui compense pour le fait que ça coûte plus cher que payer. Voilà, et donc on essaie de mélanger des cours théoriques, pratiques, de faire des choses, des performances. Voilà. Une expo qui passe avec Tradition Exploit, et voilà, ça me donne une idée un petit peu des personnes. Un petit peu plus que là. Merci infiniment, Benjamin, c'était vraiment passionnant. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est que finalement, tu es exactement dans l'un des enjeux qu'on avait mobilisé dans l'esprit même de ce séminaire sur le low-tech, c'est d'essayer de subvertir l'opposition directe qui paraît évidente entre high-tech et low-tech. Et je pense que tout ton travail travaille l'attention ou est travaillé par l'attention entre high-tech et low-tech. Parce que dès le début, on peut se demander avec le projet de la Computer Crash si tu n'es pas finalement uniquement dans le high-tech. On pourrait se faire cette idée-là au départ, par la maîtrise de l'outil informatique et par le fait que tu arrives à aller chercher ce qui est dans la poubelle pour l'utiliser, etc. Il n'empêche que tu introduis une problématique low-tech à l'intérieur du high-tech. Et ce que je me disais aussi au début, pour ne pas réduire ton intervention évidemment à ce qui s'est passé au début, c'est que par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ce que tu as montré du début des années 2000, et même peut-être un petit peu antérieur, nous paraît du low-tech. Alors que bien évidemment, c'était le high-tech de l'époque. Donc il y a toute cette tension qui est en travail et qui nourrit tous les projets que tu proposes. Et si j'avais une question, je m'excuse de prendre tout de suite la parole comme ça, mais si j'avais une question, c'est est-ce que toi, tu es conscient de cette tension? Est-ce que tu la rejoues à chaque fois? Ou est-ce que c'est le développement naturel, tu ne l'interroges pas plus que ça? Mais disons que moi, ça m'a vraiment frappé. Oui, alors, disons qu'au départ, j'ai commencé à travailler, on va dire, là-dessus par nécessité financière. Je n'avais pas les moyens d'acheter des trucs neufs, donc c'était plus logique d'aller vers l'ancien, quoi.
Et c'est vrai qu'aussi, en fait, on a tendance à laisser de côté certaines technologies assez rapidement. Je pense que notamment le passage de l'analogue au digital a fait qu'on a laissé derrière un certain nombre de choses qui étaient, je pense, bien meilleures, toujours meilleure qualité, spécialement dans le son. On commence tout juste à arriver à un truc équivalent. Donc ouais, moi j'ai toujours aimé les anachronismes et me dire que c'est pas parce que c'est un truc vieux que tu peux en faire contemporain intéressant. Et c'est justement dans l'extrait qu'il y avait de Riffrac à ce festival, on avait eu une étudiante en design qui avait fait un truc sur le upcycling et comment le upcycling ça a tendance à être un peu moche et kitsch et tout ça, et que qu'est-ce que ça veut dire le upcycling lui-même digital quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire dedans. Et c'est vrai que moi j'utilise rarement le terme tech. Mais par exemple, dans les cours que j'avais organisés à Barcelone, on avait un cours qui s'appelait Artisanal Tech. Il y a un côté artisanat me plaît assez, quoi. Mais c'est vrai que ça demande des compétences techniques parfois assez importantes. Et puis de plus en plus. Et puis il y a la question de. C'est-à-dire que j'utilise des appareils anciens parce que c'est facile à hacker, à utiliser. Alors que les choses, ça, quand c'est mort, je ne peux rien faire. C'est très très limité. Donc il y a la question, c'est quoi le futur de cette pratique, ou comment, à un moment, est-ce qu'on va pouvoir, comme je disais, on a pu accéder, il y a certaines choses ont été juste broyées ou envoyées dans des containers, c'est pas où. Et donc, moi j'aime bien cette idée de, voilà, source solidité, qu'est-ce qu'on fait de contemporain et d'intéressant, pas juste le tech pour le tech. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour réagir à certains projets ou à la démarche en général? Sinon, moi j'en ai. Allez-y. Allez-y, c'est vous. Pour revenir sur les projets en début de présentation, sur le glitch du fichier, est-ce que vous l'avez appliqué aussi sur des genre sur des formats de vidéos de son plus longs que juste quelques minutes? Je sais que ça se fait un peu en doublage sur de la retouche, comme le film intégral, où en fait, ils refont des parties. Ce qu'on appelle le data machine. Ouais. Attends. Something. Alors, parce que le glitch a été, comme je disais, un truc qui avait recyclé. Voilà, c'est John Jake. Elle est vraiment très bien, je vous laisse la regarder un peu. Mais ouais, ce qu'on appelle le data machine, donc là c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est une sorte de keyframe. Si tu enlèves des keyframes, en fait, c'est pour ça que tu as l'image d'avant qui reste collée sur la personne qui bouge. Donc ça a été, je sais que sur TikTok, ça redevient à la mode. Et il y a Kanye West qui a fait un clip que en glitch et data motion, etc. Donc là, pour moi, c'était un peu la mort du truc. C'est fini, on arrive. Mais ouais, après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à, une fois que j'ai fait un truc, j'étais moins intéressé par en faire un film, par exemple, que plus découvrir la technique et en jouer avec. Après, je passe à autre chose. Mais notamment les gifs de personnes à partir du site Glitch qu'on avait fait. J'ai un film qui fait 11 heures, je ne sais plus combien, je l'ai envoyé récemment. J'ai un film. Là, c'est tous les gifs que j'ai sauvés du serveur et le film. J'ai 3,1
Il fait 9h32 minutes. Voilà, si vous voulez, je peux vous continuer 9h32 minutes en fond. Et j'ai fait en QuickTime 7. C'est le seul truc que j'ai réussi à utiliser pour faire marcher, convertir toutes mes gifs et tout. J'ai fait QuickTime 7 était le meilleur. Voilà. Ouais, je crois que les premiers, ça va être moi et ouais, ça, c'est des tests. Puis après, bah, voilà, c'est des heures de personnes devant leur webcam. Vraiment entier. Une autre question? Bah, Continue maintenant. Comment est-ce que du coup, vous avez aussi travaillé sur la dégradation par rapport à une compression? Oui, bah oui. Ce que je disais, chaque type de compression, chaque niveau de compression donne des résultats complètement différents. Il y a quelqu'un qui a écrit un texte qui s'appelle Rosa Beckman, qui s'appelle Vernacular for Fight Format. Voilà, ça, si tu cherches, c'est pas mal. C'est un essai qui parle de type d'interprétation et tout. S'il y en a qui s'intéressent, vous m'envoyez un email, je peux vous en répondre en ressources. Il y a des tutos, il y a plein de choses. Bon, il faut savoir que c'était hard en 2012. 10 ans plus tard, ça peut être toujours intéressant. Hein. Il faut en faire quelque chose de personnel. Mais c'est. Ouais, moi je suis toujours intéressé par la vie, je pense. Encore une fois, c'est surtout quand on est dans un monde où du numérique, où tout est lisse et tout marche et tout ça, ça rend la machine plus humaine, plus fragile. Ça donne la même chose un peu plus quand ça marche. Et d'ailleurs, le Mac, à un moment, le macOS, ils avaient, je ne sais plus quelle version, au lieu de montrer l'image glitchée comme vous avez fait au début, ils montraient du gris. Ils avaient arrêté, ils avaient trouvé un truc, ils cachaient, ils ne montraient plus les glitches. J'ai un copain qui avait fait une application qui permet de voir les glitches quand même, parce que le Mac avait caché. Et je recommande évidemment Ted Davis. Allez voir son travail, il y a beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'avais une autre question concernant le statut des derniers projets que tu as fait durant le confinement par rapport au broyage du plastique. À savoir, comme la plupart des projets, j'allais dire en quelque sorte, il y a la dimension expérimentale, le côté bricolé, le côté technophanique, c'est-à-dire on montre la technique pour elle-même, telle qu'elle est, on enlève tout ce qui la couvre, tout ce qui la dissimule, mais il y a aussi une dimension pour moi qui serait de l'ordre du manifeste, c'est-à-dire d'un objet manifeste. Ce n'est pas la démonstration simplement d'une méthode, mais aussi la déclaration d'une prise de position, et que tu n'es pas dans un objectif de créer un système, par exemple, de recyclage de l'électronique qui serait ensuite développé à grande échelle pour résoudre un certain nombre de problèmes. Est-ce que tes projets ont ce statut-là, à la fois expérimental mais aussi manifeste? Complètement. D'ailleurs, je donne un cours qui s'appelle Disobedient Electronic où on parle de cette idée qu'un objet peut résumer une idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent très bien. Moi, je fais des objets. Mais c'est une façon de faire la recherche et d'amener des idées et de démarrer des discussions. Après, par exemple, avec le projet des Minitel, là, on est plus dans l'outil, enfin, on est entre deux, quoi, parce que c'est à la fois un manifeste et à la fois en vrai fonctionnel. On aimerait bien que ça fonctionne et que les gens s'en servent, même si ça a une utilisation limitée. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu au-delà des projets plus expérimentaux que j'ai fait jusque-là, qui sont dans la structure du manifeste, etc. Là, on voulait faire un truc qui soit fonctionnel finalement, même si ça a des fonctions. Y a-t-il d'autres questions que maintenant, Stéphane peut-être, ou quelqu'un d'autre? Ouais, parce que ce sur quoi, là c'est plus anecdotique, mais finalement il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'affinité avec la position
que défend l'école et qui s'exprime aussi à travers ce séminaire, l'idée d'un design écosocial. On pourrait très bien mettre cette épithète derrière art écosocial pour ce qui est de ton propre travail, sans vouloir le réduire à une quelconque étiquette, évidemment. Hein. Mais il se trouve que les enjeux sociaux, politiques sont vraiment posés en lien avec ce que diffuse le numérique, la manière dont le numérique ou l'électronique, mais plus largement, est conditionné à l'intérieur de la société, mais aussi la manière dont on questionne ce qu'on va faire matériellement avec tous ces éléments-là. Il y a peut-être un aspect qui est moins évident dans ton travail. Je ne sais pas si ça t'a travaillé ou pas à travers tout ton parcours. C'est le rapport à la source énergétique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as thématisé déjà dans certains de tes projets, ou est-ce que c'est quelque chose de plus périphérique? Parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'il y a un gros mensonge sur l'économie énergétique des objets ou sur le caractère immatériel. Bon, là, pour le coup, dans ton travail, c'est évident qu'il y a une matérialité de l'électronique et du numérique, mais il y a un autre mensonge qui concerne la question de l'énergie. L'énergie comme source, la quantité d'énergie utilisée, d'où vient cette énergie, comment elle circule. Quand tu parlais des voltages sur tes lignes, là, il y a peut-être à cet endroit-là un questionnement énergétique, mais ça paraît moins en premier plan en tout cas, que d'autres aspects. Disons que plus récemment, c'est vrai que ça fait quand même, je suis un petit peu monomaniaque sur le déchet, tout ça depuis très longtemps, même s'il y a d'autres thématiques, etc. Et donc plus récemment, j'ai essayé, mais plus dans le cadre d'événements que j'organise, d'ateliers, etc., d'étendre en observant ce qu'on appelle le life cycle assessment. Alors ça, c'est notre nom, je l'ai pas. Mais c'est en fait, si on veut faire une analyse du cycle de vie d'un objet et d'avoir une compréhension large de l'impact que ce téléphone a, c'est-à-dire de sa conception jusqu'aux déchets. Donc j'organise justement la School et d'autres événements où on essaye d'aborder toutes ces questions et quels sont les enjeux à chaque fois. Donc l'énergie en est un, donc il y a des biais dans le design, les questions de sexisme, racisme, etc. Enfin, là, on a pris notre conférence. L'obsolescence programmée. Et on réfléchit aussi donc, aux questions d'alternatives. Quelles sont les alternatives? Et donc, il y a toute une partie sur l'énergie qui m'intéresse. Et puis, pour finir, je fais partie, donc, on a aussi été invité par la Gaîté Lyrique pour organiser une série de conférences qui s'appelle les NoLab. Et dans le cycle, là, la prochaine, c'est Peut-on encore aimer Internet? Et une des prochaines dates, c'est sur l'énergie. On a fait un truc sur l'énergie, on a des trucs sur le langage, sur le corps. On essaye d'aborder plus de thématiques. Après, dans mon travail, moi, directement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et je n'ai pas encore trouvé. J'ai un truc qui me trotte dans la tête. Il y a des projets comme ça qui restent 10 ans dans un placard et qui reviennent après, mais il y a un truc qui est assez magique qu'on avait utilisé en workshop. C'est un circuit tout simple à faire qui permet de savoir, les électriciens s'en servent pour tester dans les murs s'il y a un courant électrique qui passe. Et je trouve ça assez magique comme objet. Et en fait, on peut créer un tout petit circuit qui va détecter un signal électrique dans un mur ou dans le sol, etc. Et donc, on avait fait un coup avec un élève, ils avaient servi de ça pour déclencher quelque chose. Enfin, il y a des choses à faire, rendre visible cette énergie invisible. Mais ce n'est pas un truc que j'ai moi directement abordé. Mais c'est vrai que ça pose toujours la question de quand on a une install qui fait 10 mètres avec plein d'électronique, ça consomme pas mal d'énergie. C'est pour ça que j'aimais bien les Kindle, parce que là, il y a des pupilles, ça prend de l'énergie. Mais c'est vrai que c'est toujours qui comme pareil, envoyer un conteneur de déchets pour aller faire des en Chine, ça c'est ou voyager en avion pour aller parler des questions d'environnement. Je sais que, par exemple, avec la School, tous les gens de Berlin viennent en train, tu vois, on essaie de faire attention à ça, on n'a pas de trucs jetables, voilà, on essaie de faire notre mieux. Le problème, c'est que la facilité, c'est jamais ça. Tout est fait pour le monde n'est pas fait pour. Voilà, c'est ça. Le travel, le monde obsèque. Pas de questions urgentes ou de remarques pour terminer?
Bon, ben, merci encore infiniment à Benjamin et puis bonne soirée. Ouais, bah, mon email, c'est.